Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 8e cyberéthique consacré à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé qui, vous avez bien compté, a 20 ans. Et on va évaluer le chemin parcouru et les évolutions attendues. Il y aura 4 interventions successives, celle de Marie-France Calu, maître de conférence en droit, qui nous donnera son point de vue juridique. Ensuite, Monsieur Georges-Henri Lian, qui est directeur hospitalier, donnera son point de vue de directeur. Puis ce sera à Élodie Camille-Lemoine qui donnera son point de vue de philosophe. Et enfin, Bernadette Gouaran conclura en donnant son point de vue d'usager du système de santé. On a voulu réduire ces 4 interventions seront autour de 10 minutes chacune en moyenne, entre 5 et 12, 14 minutes maximum. Comme vous l'a bien expliqué Éric Laporte, qui coanime ce cyberéthique avec moi, vous pourrez poser des questions par chat après chacune des interventions, et nous y répondrons après avoir lu le chat. Et par contre, à la fin des 4 interventions, vous aurez les 2 modes pour poser les questions, soit par voie orale, soit par chat. Et c'est très important que cette discussion puisse être bien animée de façon à ce que nous puissions répondre aux questions que vous vous posez sur le sujet. Marie-France, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le privilège de commencer cette intervention sur la loi du 4 mars 2002. Et si vous le permettez, donc je vais parler pendant une dizaine de minutes, mais je vais décomposer mon temps en 2 parties. Très rapidement, je vais vous refaire un petit peu d'histoire, parce que si l'on ne comprend pas comment cette loi est arrivée, on ne va pas en comprendre ni l'intérêt ni la suite. Et ça va être le premier temps. Et le deuxième temps, je listerai un petit peu les principaux apports de cette loi. Alors, premier temps, en fait, pourquoi cette loi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 1941 en France, ce que l'on appelait à l'époque les hôpitaux n'avaient pas du tout une vocation sanitaire c'est-à-dire pour soigner, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les hôpitaux de l'époque, jusqu'en 1941, étaient faits pour recevoir toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner ou d'être ailleurs et devaient les recevoir. C'est-à-dire que c'était plutôt de grands centres d'hébergement pour les personnes qui n'avaient pas de moyens. Et il faut savoir aussi que jusqu'en 1941, la médecine n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui. Est arrivée une loi en 1941, le 21 décembre 1941. Cette loi a essayé, a tenté, alors 41 c'était pendant la guerre, hein, donc pour ça que je dis essayer et tenter, de donner un rôle beaucoup plus médical aux hôpitaux et en fixant un prix de journée. Cette loi a fait que une partie des personnes qui étaient accueillies dans ces établissements n'ont pas pu y rester puisqu'ils ne pouvaient pas payer le prix de journée. Donc il y a eu cette loi qui a séparé un tout petit peu. Ensuite, il y a eu, cette organisation s'est mise en place et nous sommes arrivés en 1970, où il y a eu une loi du 31 décembre 1970 qui là a été la première grande loi qui a fait que les hôpitaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les établissements de santé, sont devenus consacrés uniquement aux sanitaires, c'est-à-dire aux soins, la prise en charge médicale. En parallèle, toutes les autres personnes qui avant étaient dans ces établissements, que l'on appelle maintenant les usagers du médico-social, se retrouvaient un petit peu en difficulté, ce qui fait qu'en parallèle de la loi de 1970 pour les hôpitaux, il y a eu 2 lois en 1975 qui ont essayé de structurer le médico-social. Jusqu'en 1975, cette séparation, cette organisation entre d'une part le sanitaire et d'autre part le médico-social, comme je viens de vous l'expliquer, et je l'explique rapidement, hein, il y aurait plein d'autres choses à dire, a fonctionné
essentiellement, et je n'ose pas dire uniquement, sur l'organisation des établissements. Une fois que l'organisation de ces établissements était commencée, était faite, tout n'était pas fait, et Dieu sait qu'il en reste encore beaucoup à faire, à ce moment-là, s'est posée la question des personnes qui étaient accueillies, c'est-à-dire des patients pour tout ce qui est le sanitaire, et puis des personnes accueillies dans le médico-social. Et en 2002, en complément des lois donc, qui structuraient les établissements, en 2002, il y a eu 2 lois qui ont été prises en l'espace de 3 mois, de 2 mois même. Une première loi qui est la loi du 2 janvier 2002, qui a essayé de donner et d'expliquer quels étaient les droits des personnes accueillies dans le médico-social, et la loi dont nous parlons, qui est la loi du 4 mars 2002, qui a fait la même chose, mais dans le sanitaire. Donc, la loi du 4 mars 2002, comme la loi du 2 janvier 2002, on peut pas séparer les deux. Les deux sont vraiment complémentaires. C'est le même Parlement qui les a travaillées en même temps. Elles ont été publiées à 2 mois d'écart, mais c'est le même Parlement, mais avec des droits qui sont différents, parce qu'il est évident que quand on est dans le médico-social, c'est pour beaucoup plus longtemps que lorsqu'on est dans le sanitaire. Ces 2 lois sont intimement liées, et surtout, ça a été les premières lois en France qui ont essayé d'expliquer quels étaient les droits des usagers du système sanitaire ou du système médico-social. Donc ces 2 lois, elles sont indissociables. C'est pour ça que je les unis, même si maintenant je vais me concentrer sur la loi du 4 mars. Et surtout, ce sont les premières lois qui se sont véritablement intéressées quasiment uniquement aux patients et aux personnes qui sont accueillies dans le médico-social. Elles sont fondamentales, absolument fondamentales. Ça, c'était pour l'historique, comment on en est arrivé là. Maintenant, dans ces lois, dans la loi du 4 mars 2002, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une loi qui est très, très importante qualitativement, je viens de vous le dire, mais aussi quantitativement. Elle fait 119 pages. À l'époque, une loi classique, si je puis dire, faisait 2 pages, 3 pages. Là, c'est une loi qui est extrêmement importante à lire, très, 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 très détaillée, qui a un nombre d'articles qui est près de 200 articles. Elle a eu une caractéristique, cette loi, c'est que elle a été précédée, et Dieu sait que c'est rare, je n'ose même pas dire que c'est la première fois parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais cette loi a été précédée d'un grand mouvement de consultation à la fois des associations de patients, mais également du public, puisqu'il y a eu des états généraux. On a l'habitude aujourd'hui des états généraux avec les lois bioéthiques, mais à l'époque, il y avait eu les lois bioéthiques de 1994, il n'y avait pas eu d'états généraux avant. Et là, cette loi a été précédée d'états généraux, c'est-à-dire que si je reprends les statistiques qui ont été données officiellement, il y a eu 1000 réunions qui ont été organisées en l'espace d'1 an et plus de 200 000 personnes consultées, donc personnes du public. Cette loi, pour aller dans le contenu, enfin dans le contenu très très rapidement, elle va d'abord apporter une première chose, c'est qu'elle s'applique à tous les professionnels, puisque là je suis sur la loi du 4 mars, hein, donc à tous les professionnels du sanitaire, qu'ils soient dans un établissement de santé ou qu'ils soient en libéral, puisque les patients vont consulter les professionnels, qu'ils soient dans un établissement de santé, qu'ils soient en libéral. Donc c'est une loi générale qui, encore une fois, part des patients. Tout le reste, c'était des structures et des professionnels vers les patients. Là, elle part des patients. Et elle va avoir un double avantage. D'abord, c'est qu'elle va consacrer un certain nombre de droits qui étaient reconnus par les tribunaux, mais qui n'étaient pas par les codes. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va créer des droits nouveaux. Alors, très vite, je vois que le temps passe, je me dépêche, il va y avoir 2 catégories de droits qui vont être reconnus. D'abord, des droits collectifs. La loi, et ça paraît une évidence aujourd'hui, mais à l'époque ça ne l'était pas, proclame le droit fondamental pour chacun d'entre nous à la protection de la santé. Non pas le droit à la santé, hein, on ne peut pas avoir un droit à la santé, mais un droit à la protection de la santé, à un égal accès aux soins de toutes les personnes. Elle va proclamer le fait qu'on ne peut pas faire de discrimination.
elle va expliquer, cette loi, que chacun d'entre nous a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue en fonction d'un certain nombre de critères. Je vais très vite. Elle va créer dans les établissements des commissions de relations avec les usagers. Encore une fois, tout ce que je suis en train de vous dire, moi je serais à votre place, je vous dirais, mais c'est d'une banalité totale. C'est devenu une banalité grâce à la loi du 4 mars, ça ne l'était pas avant. C'est surtout pas. Cette loi va créer un concept aussi va développer plus exactement, pas le créer, le concept de continuité des soins. Quand un patient est pris en charge, eh bien, on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de rupture dans sa prise en charge. Et puis, elle va affirmer, tout à fait au début, puisque à l'époque c'était le 4e article, un point qui semble aussi, je vais dire presque inutile, tellement il est évident, mais elle va affirmer le droit au respect de la dignité de chaque patient. Qu'est-ce que la dignité? Mais elle l'affirme, donc ça c'est important. Et dans les droits individuels, pour aller très très vite, la loi impose le droit à l'information pour chacun des patients. Chacun d'entre nous a le droit d'être informé sur ce qu'il a, sur ce qu'on lui propose, sur les conséquences prévisibles, etc. Ce droit à l'information est complété par le droit à la codécision. C'est peut-être l'une des choses qui a été le plus difficile à faire entendre pour certains professionnels de santé. Ce ne sont plus les médecins ou les professionnels de santé qui disent aux patients ce qu'ils doivent faire. On en discute. Le patient ne peut rien imposer au professionnel, mais le professionnel ne peut rien imposer au patient. Cette codécision, c'est vraiment la loi du 4 mars 2002 qui l'a créée. Autre point important également, c'est l'accès direct au dossier médical. Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, si je voulais avoir accès à mon dossier médical, je devais passer par mon médecin. Là, maintenant, j'ai un accès direct. Bien entendu, comprenez bien que vous pourrez me reprocher, à juste titre, d'aller très très vite. L'accès au dossier médical, suivant que je suis un mineur, suivant que je suis un majeur sous protection, c'est pas la même chose. Mais pour tout majeur qui n'est pas sous protection, il y a un accès direct. Et puis, également, quelque chose qui fonctionne vraiment très bien, la loi du 4 mars 2002 a créé les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Je m'explique très vite. Jusqu'à cette loi, ce qu'on appelle un accident médical, à l'époque, on l'appelait un aléa thérapeutique. C'est-à-dire, on rentre dans un établissement de santé pour avoir un soin, de quelque nature que ce soit, et il se trouve que tout a été fait absolument parfaitement. Il n'y a aucune faute que l'on puisse prouver, et le patient ressort dans un état bien pire que celui où il est rentré. C'est l'accident médical ou l'aléa thérapeutique. Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, si cet aléa thérapeutique se produisait dans un établissement privé de santé, le patient n'avait droit à aucune indemnisation puisque l'assurance n'intervient qu'il y ait une faute. Il n'y avait pas de faute. S'il avait, entre guillemets, la chance d'avoir l'aléa thérapeutique dans un établissement public, l'État étant son propre assureur, la personne était indemnisée, ce qui était une injustice fondamentale. Donc, pour prendre en charge ce qui est devenu les accidents médicaux, il y a eu mise en place de ces commissions régionales de conciliation et d'indemnisation qui ont pour fonction justement de s'occuper de cette indemnisation, mais également dont le rôle elle fonctionne tellement bien que le rôle a été élargi. Tout patient qui se plaint de quelque chose peut ne pas aller devant un tribunal et choisir ses commissions. Voilà, j'ai dit ce qui me paraissait être l'essentiel, je m'arrête et, et je passe la parole au prochain orateur. Je vous remercie beaucoup, Marie-France. C'est un tour de force d'avoir résumé et surtout donné l'essentiel de ces 119 pages et de ces 200 articles en un petit quart d'heure. Donc vraiment, merci beaucoup. Georges-Henri, alors, je n'ai pas vu apparaître de questions de chat. Je te confirme, a priori, pas de questions de chat. Donc je passe la parole à Georges-Henri. Georges-Henri, à vous. Oui, bonjour à tous. Je vous propose de commencer cette présentation par une citation de Bossuet qui disait « La santé dépend plus des précautions que des médecins ».
Bon, c'est un petit clin d'œil pour dire peut-être que cette loi est certes très importante, comme cela vient d'être présenté, mais qu'elle n'a peut-être été qu'un accompagnateur et un accélérateur. Finalement, cette loi donc, du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, on va essayer de le dire dans son ensemble, parce que même son titre est long, loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. On va voir ensemble d'abord ce qu'elle a apporté par rapport aux droits des malades, ses forces. Ensuite, l'héritage quand même nuancé de cette loi, pour voir après les tensions structurelles qui s'accroissent avec le temps, et notamment probablement la sous-estimation de la prévention, mais aussi un des points forts sur lequel elle s'appuie, qui est la fragilité du bénévolat. Et enfin, nous verrons que les défis qu'essayent de relever les évolutions législatives et les acteurs de santé aujourd'hui. Donc, d'abord, ce qu'a apporté la loi de 2002, je ne vais pas y passer trop de temps parce que Michael l'a présenté. Donc, d'abord, la qualité des soins, hein, c'est un point important. Ce n'est pas elle qui l'apporte. La certification des hôpitaux, des systèmes de santé, elle date de 1999. Mais cette loi, elle apporte la reconnaissance de droits fondamentaux, hein, la protection à la santé, l'information sur son état de santé, la personne de confiance. C'est vraiment aussi un point important et qui a encore des marges de progression aujourd'hui, on le sait, sans évoquer tout ce qui a été dit sur le dossier médical, la commission de conciliation et d'indemnisation. J'aborderai un peu sur le sujet de la commission des usagers, parce que ça, c'est une instance qui est devenue vraiment un pilier dans les hôpitaux et qui n'est pas forcément naturel. Quand vous retrouvez qu'il y ait des représentations des médecins, des non-médecins dans un hôpital, ça paraît assez logique. Toute structure, hein, entreprise, établissement a ça. Mais vous ne voyez pas une représentation des clients dans une entreprise ou des usagers dans un établissement. C'est aussi une innovation. Et une innovation qui a énormément apporté, à mon avis, aux hôpitaux, aux professionnels de santé, parce qu'il a permis de réorienter le regard, aussi d'apporter le regard de gens extérieurs, de personnes extérieures. Au CHU de Grenoble, par exemple, il y a des dérivés, en fait, des déclinaisons de la commission des usagers, autour notamment de la commission réclamation complexe, qui est une commission avec des représentants d'usagers pour évoquer les réclamations les plus difficiles. Je ne vais pas évoquer l'ensemble des choses, mais le conseil de surveillance, c'est la première fois avec cette loi qu'un représentant d'usagers siège au conseil de surveillance d'un hôpital. Également, le comité contre la douleur. Je ne vais pas tout citer parce que nous n'avons pas le temps. Mais néanmoins, il faut peut-être tirer un bilan nuancé de l'héritage de cette loi, parce que d'abord, la place du patient en France, elle est probablement orientée par le fait que, en France, contrairement à d'autres pays, le financement de la santé est socialisé, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou dans d'autres pays, où du coup la relation entre le patient et le médecin est d'une autre nature, puisque c'est vraiment directement, c'est pas la solidarité nationale qui paye le médecin ou l'hôpital, mais c'est le patient ou l'assureur du patient. Ensuite, il y a un autre point qui est une évolution qui a évidemment précédé cette loi, c'est la figure du médecin, qui était probablement écrasante. On se rappelle de la place du médecin, du malade imaginaire chez Molière, et la démystification dans l'évolution des représentations culturelles de la place du médecin. Ensuite, il y a d'autres points plus terre-à-terre qui font que cette loi a un impact qui est limité quand même. Aujourd'hui, les représentants d'usagers, par exemple, dans les hôpitaux, quelle que soit leur taille, un hôpital de proximité ou un CHU, c'est 4 représentants d'usagers pour porter la voix des usagers, la voix des patients. Un autre point, c'est les associations bénévoles qui sont fortement aussi renforcées par cette loi. C'est une difficulté
que nous avons vu dans les années qui ont suivi sur comment est-ce qu'on travaille avec une multitude d'associations. Il faut aussi vérifier que les associations sont bien légitimes dans leur rôle. C'est aussi un point important. Au national, il y a eu la création, pour essayer de répondre à cette problématique, de France Asso Santé, mais peut-être qui est une réponse. On verra si elle apporte les solutions que l'on souhaite. Et au local, c'est aussi complexe dans un hôpital où il y a énormément d'associations de pouvoir travailler avec toutes les associations. Donc ça, c'est peut-être aussi une des limites. Ensuite, je vais passer à ma troisième partie qui est sur les tensions structurelles qui s'accroissent aujourd'hui, à mon avis. D'abord parce que cette loi a probablement sous-estimé la prévention. Quand vous voyez, par exemple, au niveau européen, la Charte européenne des droits des patients place en premier la prévention. C'est le premier droit. Et cette charte, elle date de novembre 2002. Donc, la même année que notre loi. Donc, ça montre, et le mot prévention n'existe pas dans la Charte de droits des patients en France. Ça, c'est aussi un point qui est aujourd'hui un débat et qui est aujourd'hui un enjeu. L'autre point qui est délicat, et peut-être qu'il y a des bénévoles dans les personnes qui sont dans notre conférence, la difficulté aussi, c'est que pour être un bénévole, il faut pouvoir bien connaître l'hôpital. Il faut passer du temps pour connaître les droits des patients. Il faut s'investir. Et ça, c'est pas toujours simple parce que les bénévoles ont aussi l'ensemble de leurs obligations professionnelles, familiales, etc. Et on connaît aujourd'hui dans toutes les associations une tendance à la diminution du nombre de bénévoles. L'autre point aussi qu'on peut se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une indemnisation pour les personnes qui s'investissent au nom des patients pour représenter les patients dans un hôpital. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution et même des choses simples comme le transport, c'est pas forcément évident de pouvoir indemniser les personnes. Après, on a, c'est ma dernière partie, des défis qu'essayent aujourd'hui de relever les acteurs de santé, mais aussi les évolutions législatives. D'abord, on a un premier défi, à mon avis, qui est positif, c'est l'accroissement de l'information. On a évidemment des choses dans la presse, on a le classement de l'Express, pour ne pas citer un magazine, mais on a aussi le développement de sites sur Internet pour avoir des avis sur des hôpitaux ou sur des professionnels de santé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait structuré aujourd'hui. Par exemple, si on parle des restaurants ou des hôtels, c'est structuré. Mais pour la santé, ça ne l'est pas encore. Il y a beaucoup d'entreprises qui voudront probablement avoir une main sur ce sujet-là, et ce sera important que les patients, les représentants de patients, les citoyens puissent garder un contrôle sur cette information. Alors, il y a l'enquête de satisfaction nationale qui s'appelle ISATIS, mais elle n'est probablement pas assez connue, et il y a probablement un travail à faire dans ce domaine. Je pense qu'aujourd'hui, les patients ont obtenu en fait la place que cette loi essayait de leur ménager sur le plan législatif. Elle est reconnue par les professionnels de santé. Je peux me tromper, mais la majorité, je pense, reconnaissent les patients vraiment comme des acteurs importants. Maintenant, l'enjeu qui est probablement le nôtre, c'est de faire en sorte que dans une pathologie, dans une prise en charge, ça soit vraiment faire avec le patient, faire avec. Que ce soit les professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que le médecin, il y a l'ensemble de l'équipe de soins, fasse avec, et on sait que dans ces conditions-là, on a des résultats bien meilleurs. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à apporter une réponse collective en équipe à un patient, et peut-être aussi à ses proches. L'autre défi que nous avons, qui n'était pas traité à l'époque par la loi de 2002, c'est la territorialisation de la santé. Alors, il y a la loi hôpital, patient, santé et territoire de 2009, il y a la loi qu'on appelle aussi HPST, qui crée les groupements hospitaliers de territoire.
mais avec aussi des difficultés, hein. La loi Ma Santé 2022 qui essaye d'accélérer cette dynamique, qui prend en charge aussi certaines nouvelles dimensions, comme les données massives en santé, qui sont probablement une des plus grandes révolutions dans la qualité de la prise en charge, mais avec des risques associés bien évidemment, mais clairement dans la qualité de la prise en charge, et qui sont encore peu prises en compte par nos législations. Et on voit les hésitations actuellement, les débats qu'il y a eu sur le... On n'a même pas trouvé de nom en français, c'est dire la qualité du travail qui a été fait donc sur l'entrepôt national en santé, le Health Data Hub, et qui en plus était donné initialement à une entreprise américaine avec des enjeux sur la confidentialité qui ne sont pas négligeables. Donc on voit qu'il y a vraiment une évolution à accompagner sur ce point. Par ailleurs, et je terminerai sur cette partie-là, sur le fait qu'il y a une montée en expertise des patients. Clairement, les patients se forment, deviennent des patients experts, passent des thèses. À Grenoble, mais c'est aussi le cas à Paris, à Marseille, il y a une université pour des patients. Donc à Grenoble, elle s'appelle Département universitaire des patients, qui est d'ailleurs dirigé par un patient qui s'appelle Raymond Merle, qui est aussi le président de la commission des usagers au CHU de Grenoble. Donc on voit qu'il y a une évolution clairement du positionnement des patients qui sont en train d'acquérir une vraie expertise et vont aussi enseigner aux professionnels de santé pour améliorer la prise en charge. Pour terminer, moi je voudrais vous dire que la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé, c'est probablement un jalon, une borne qui a permis de renforcer un mouvement, qui a posé des instruments juridiques qui sont aujourd'hui encore très utiles. Mais fondamentalement, je ne suis pas certain qu'elle soit le vecteur principal de l'essor des droits des patients. L'essor des droits des patients, je pense qu'il s'appuie structurellement sur 3 fondements. D'abord, quelque chose qui remonte à loin, c'est une pensée constitutionnelle qui est organisée autour de la reconnaissance de droits depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et qui est renforcée à chaque itération par les constitutions successives. Le deuxième point, c'est une démocratisation des savoirs, avec le fait que la totalité de la population bénéficie de l'enseignement secondaire. En tout cas, c'est l'objectif. Et du coup, la relation avec les professionnels de santé est plus égale et moins asymétrique. Et enfin, le plus important peut-être, c'est qu'il y a une motivation avec ces atouts d'être soigné le mieux possible. Et ce qui fait qu'il y a un échange qui se fait. Donc, probablement qu'un des enjeux principaux pour les années à venir va être, et aujourd'hui, qui est déjà le cas hein, depuis des années où on a du retard, hein, comme on le voit dans le rapport notamment de la Cour des comptes qui a été consacré à la prévention, c'est la prévention et faire en sorte que les patients soient des acteurs eux-mêmes de la prévention des maladies et du coup de leur bon état en santé. Et je vous propose de conclure ce moment ensemble en partageant cette phrase de Paul Valéry qui disait « La santé, c'est le silence des organes ». Merci à vous. Merci beaucoup, Georges-Henri. Il y a déjà une question qui a été posée par chat et qui s'adresse à vous, Georges-Henri, et à Marie-France Calu. Est-ce qu'une personne de confiance peut avoir accès au dossier médical d'un patient qui serait dans le coma? Et sous quelles conditions? Qui commence la réponse? Marie-France? Si vous voulez. La personne de confiance, en tant que personne de confiance, n'a pas un accès direct au dossier du patient. La loi est extrêmement précise là-dessus. La personne de confiance, son rôle, c'est de porter ce qu'aurait dit le patient, ce que lui aurait dit le patient, pour le moment où justement ce patient ne pourrait plus parler lui-même. C'est un porte-voix. Donc, il n'y a pas un accès direct. Maintenant, il faut regarder si cette personne de confiance, je prends des hypothèses, par exemple, est en même temps le tuteur. Si la personne de confiance est en même temps le tuteur, en tant que tuteur,
à ce moment-là, elle pourra avoir accès au dossier médical. Je ne parle pas des mineurs, puisqu'un mineur ne peut pas avoir de personne de confiance. Mais la personne de confiance en tant que telle ne peut pas avoir accès au dossier. Elle ne pourrait avoir accès au dossier que si le patient le permettait. Sauf que là, dans la situation qui est présentée, le patient est dans le coma. Donc, il ne peut pas accepter. Georges Henry. Oui, mais la réponse, effectivement, est très juste. Il y a un autre point qu'on peut peut-être évoquer, c'est la personne de confiance. Elle peut être aussi un enfant de la personne qui est dans le coma, hein. Et à ce moment-là, elle peut demander en fait, d'avoir accès au dossier médical. Donc, oui. Non. Tant que la personne est vivante, tant que le patient est vivant, il n'y a pas d'accès. Il y a un accès. Vous avez raison. C'est après le décès. Après le décès, mais uniquement dans 3 cas. C'est-à-dire pour connaître la cause du décès, ou bien pour défendre la mémoire du défunt. C'est le cas pour les vedettes, etc. Ça peut être pour n'importe qui, mais défendre la mémoire, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et puis pour défendre les droits de la personne qui va demander accès au dossier du patient. C'est extrêmement limité, mais tant que le patient est vivant, personne d'autre, mis à part les professionnels de santé, et encore avec l'espace numérique, ça peut être limité, ne peut avoir accès à ce dossier. En dehors des parents vis-à-vis des enfants, hein, ça c'est autre chose. Et en dehors du tuteur par rapport au dossier. Mais tout le reste est extrêmement limité. Et la question vient d'être reprécisée encore. Et si le patient a mentionné dans ses directives anticipées qu'il était d'accord avec l'accès à son dossier médical? Si vous voulez, ce qui est... Pardon, je vous laisse répondre, monsieur, pardon, j'ai commencé... Non, je vous en prie. On commence par le juridique et ensuite par l'avis du directeur. À vous, Marie-France. Les directeurs ont beaucoup plus l'habitude. Juridiquement, je dirais que spontanément, d'un point de vue juridique, ça serait non. Maintenant, s'il y a un écrit du patient, quand il était en état d'exprimer sa volonté, qui demandait à ce que la personne de confiance ait accès et qu'il y ait un motif, pas seulement pour le plaisir d'aller... Pourquoi est-ce qu'on est si prudent? C'est parce que, et je ne pense pas que le directeur d'établissement va me dire le contraire, dans un dossier médical d'un patient, il y a toute sa vie. Il y a un nombre de choses absolument considérables. Et dans ce dossier, parfois, et je dirais souvent, je n'ose pas dire presque toujours, mais très souvent, même la famille n'est pas au courant d'un certain nombre de choses. C'est l'intimité du patient, c'est l'intimité. Donc, le droit est extrêmement prudent sur l'accès au dossier d'une autre personne. Très, très, très prudent. Merci Marie-France. Georges Henry. Oui, je confirme ces éléments. Alors, de mémoire, on n'a pas été confronté, en tout cas au CHU de Grenoble, alors qu'on reçoit à peu près 1000 demandes de communication patients par an, à ce type d'hypothèse très particulière, hein, avec une personne de confiance. Et à mon avis, il faudrait savoir s'il y a de la jurisprudence sur ce sujet. J'en connais pas. Mais moi, je ne la connais pas non plus. Donc, c'est quand même un cas très, très particulier. Ouais. Merci pour vos réponses. Il y a encore deux chats. On va peut-être donner la parole à Élodie et on continuera la discussion sur les... On avait dit 1 ou 2 questions après chaque intervention. Voilà, on peut garder les 2 questions en suspens, tout à fait. On peut les garder en suspens, on les reprendra à la fin. Continuez à poser vos questions par chat, puis par voie orale. Et maintenant, je passe la parole à Élodie Cagnier-Lemoine, qui va nous donner son point de vue de philosophe. Merci Pierre-Simon. Merci également à Georges-Henri Lyon et Marie-France Calu pour cette belle ouverture qui apporte déjà beaucoup d'éléments intéressants. Alors, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire et à réfléchir sur ce texte de loi et sur ce que cela implique. De mon côté, je vous propose peut-être de nous concentrer sur le temps imparti, sur la question qui a été évoquée à la fois par Marie-France Calu, sur la question de l'information.
que consacre un petit peu cette loi, l'information à donner aux patients, également sur l'idée de dignité qui était intéressante, et finalement sur cette importance donnée à l'usager, c'est-à-dire à la personne, au patient. Et finalement, d'un point de vue éthique, mais également d'un point de vue aussi philosophique, ça va venir nous faire réfléchir à la question de la relation de soins, puisque cette loi est une façon de réfléchir à ce que c'est qu'une relation de soins. Et donc, au sein de cette relation de soins, va se jouer l'exercice de l'autonomie. Et effectivement, cette loi du 4 mars 2002 va être une façon de poursuivre de façon assez forte une réflexion sur l'autonomie du patient, l'autonomie de l'usager, c'est-à-dire comment la personne existe-t-elle de par sa volonté, de par ce qu'elle exprime, de par sa présence et sa pensée finalement. Au sein du soin, mais également au sein de la question de la recherche. Ce souci pour l'autonomie, il précède évidemment une loi comme la loi du 4 mars 2002, puisque ce souci pour l'autonomie avait débuté en fait à la suite du procès de Nuremberg, notamment en lien avec la recherche, et a commencé à être un intérêt pour la question du soin dans la seconde partie du XXe siècle. Et c'est vrai que cette loi consacre un petit peu ce souci pour l'autonomie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, cette autonomie fait l'objet d'un principe éthique en tant que tel, qui est assez classique, qu'on mentionne souvent, mais qui pour autant n'est pas forcément le plus simple des principes, pour plusieurs raisons qui ont déjà été évoquées, notamment. L'une des premières choses, c'est qu'effectivement, entre le moment où on a commencé à s'intéresser à la question du consentement, à la question de l'autonomie, et le moment d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2022, la relation de soins dans laquelle s'exerce la question de l'autonomie a évolué. Et d'ailleurs, Jean-Henri Lyon, vous l'avez évoqué en parlant de démystification du rôle du médecin. Je pense que finalement, cette réflexion sur la loi de 2002, cette réflexion sur son évolution au cours des 20 dernières années doit nous faire réfléchir à comment a évolué la relation de soins. Et effectivement, pendant un certain temps, le médecin, pour parler de lui, avait une place de choix quand même dans cette relation de soins, une place de décision, une place de direction de ce qui pouvait être fait, décidé pour le patient. C'est ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore d'ailleurs aujourd'hui, le paternalisme, et auquel on adjoint la notion de médical, le paternalisme médical. Et finalement, le fait de se soucier de plus en plus de la question du patient, le fait de se soucier de plus en plus des droits des personnes d'un point de vue général, c'est pas que les droits du patient, c'est-à-dire que on est dans un moment de société, dans la seconde partie du XXe siècle, où ce sont les droits des personnes en général qui vont nous interpeller. Et bien, le fait de se soucier de cela va de plus en plus mener alors, à une critique du paternalisme médical pur et donc engager une modification et une évolution de la relation de soins, où l'autonomie, justement, aurait beaucoup plus de place et où, finalement, ce vote de cette loi en 2002 va apporter encore un peu plus de matière pour réfléchir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution de cette relation de soins, il faut quand même apporter un point de vigilance qui est apporté souvent depuis ces dernières années. Il faudrait faire attention justement à ne pas passer d'un extrême à un autre, notamment dans le soin, parce que finalement, se soucier de l'autonomie du patient, se soucier de ses droits, ça n'est pas effectivement rester dans un paternalisme médical pur et strict, mais ça n'est pas non plus considérer le patient dans sa seule autonomie, seul, décisionnaire, dans l'expression de sa volonté. Et c'est cet autre extrême finalement dont on essaye pas de se méfier, mais en tout cas d'être vigilant par rapport à cela, c'est ce qu'on appelle parfois dans la réflexion éthique l'autonomisme, c'est-à-dire attention à ne pas parler du paternalisme à l'autonomisme. Attention à ce chemin entre ces deux extrêmes. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous fait évoquer une deuxième idée, c'est que si dans la relation de soins, l'autonomie est en question, notamment celle du patient, dans la relation de soins se joue aussi la question de la vulnérabilité. Et donc, l'un des enjeux importants, à la fois dans la réflexion sur cette loi, mais
aussi sur la réflexion sur cette loi 20 ans après, c'est bien de rappeler, même si c'est assez évident, que l'autonomie ne peut se considérer qu'en lien avec la vulnérabilité, notamment dans l'expérience du soin, où par définition, cette vulnérabilité, elle est exacerbée par un état de santé, par une maladie, par un problème, des douleurs, des souffrances. Cette vulnérabilité, elle est exacerbée. Et au sein de la philosophie, nombreux sont les philosophes qui rappellent qu'on ne peut pas en fait penser la question de l'autonomie sans penser la question de la vulnérabilité. Parmi eux, il y a notamment Paul Ricoeur qui explique que ce sont même deux notions qui vont ensemble. L'autonomie suppose la vulnérabilité parce que être autonome, ça suppose que parfois dans nos vies, on l'est un peu moins parce qu'on est malade, parce qu'on est souffrant, parce qu'on prend un petit peu de l'âge. Et donc du coup, l'idée de l'autonomie, c'est pas en fait d'avoir un état immobile qui ferait qu'on serait autonome ou on ne le serait pas. L'autonomie, c'est quelque chose de dynamique. Et je pense que ce sur quoi nous fait réfléchir cette loi, c'est une vision de l'autonomie dans sa forme dynamique, évolutive, inscrite dans la durée d'un accompagnement. Ce qui fait que c'est vraiment important de considérer que cette réflexion sur l'autonomie induite par cette loi doit nous faire dire que ce n'est pas une vision de l'autonomie absolutiste, c'est-à-dire une autonomie à tout prix qui serait seulement celle du patient. Parce que finalement, dans cette qualification d'ailleurs du consentement qui doit être libre et éclairé, c'est difficile également de penser qu'un consentement puisse être totalement libre et totalement éclairé. Précisément parce que la liberté totale peut-être n'existe pas, et précisément parce que être éclairé totalement, c'est peut-être aussi une illusion, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce qu'il y a de l'incertitude. Donc attention à une vision absolutiste de l'autonomie, précisément parce que dans l'expérience du soin, qui est une expérience de la vulnérabilité, il faut prendre en compte cela. Il faut prendre en compte la question suivante finalement, qu'est-ce qu'être malade implique pour notre autonomie ? Qu'est-ce que l'expérience de la vulnérabilité de la maladie fait à notre autonomie? Et c'est dans ce sens-là, finalement, qu'il faut penser autonomie et vulnérabilité, ce que proposent de faire d'ailleurs toutes les philosophies du soin, qu'on appelle aussi les philosophies du care, en remettant au centre, en fait, la question de la vulnérabilité, ce qui ne veut pas dire d'abandonner l'autonomie, ce qui veut simplement dire de considérer que déjà l'expérience de la maladie implique de la vulnérabilité et que l'exercice de l'autonomie s'en trouve coloré, mais aussi pour dire que dans l'expérience du soin, que fait l'usager, que fait la personne, il y a aussi l'expérience de la médecine, l'expérience de la technique, l'expérience de ce savoir scientifique qui est porté par la médecine et qui est potentiellement aussi une autre forme de vulnérabilité. Aussi, la question de l'autonomie, la question du droit des personnes, la question de l'expression de la volonté ne peut pas ne pas considérer cet aspect-là. Ce qui me fait arriver à un troisième point qui est le dernier et qui est plutôt un point de réflexion que je partage avec vous, c'est de nouveau une réflexion sur le consentement. Je l'ai un peu évoqué, c'est une façon de réfléchir à l'autonomie d'une façon un peu plus précise, puisque cette loi-là aborde cette question du consentement, avec d'autres textes évidemment, cette notion qui est si importante aujourd'hui, en tout cas qui prend beaucoup de place, que ce soit dans le domaine du soin ou que ce soit du point de vue de la société, d'un point de vue général, on en parle beaucoup, on interroge ce que c'est, on interroge finalement les limites du consentement, on interroge l'âge à partir duquel on est supposé pouvoir consentir, c'est source de beaucoup de questionnements. Alors, il faut le rappeler, le consentement est un choix, mais tous les choix ne sont pas des consentements. D'accord ? Dans les choix qu'on fait dans nos vies, on en fait plein, ça ne veut pas dire qu'on est dans un consentement tel que, en tout cas, la loi le considère, libre et éclairé. Donc ça, c'est important de le dire parce que ça nous fait réfléchir à la difficulté potentielle d'exprimer notre volonté dans un choix. Et c'est ce que vient dire la réflexion sur le consentement. C'est important de réfléchir au consentement parce que y a une question quand même importante d'un point de vue philosophique. Est-ce que le consentement et l'autonomie et la liberté, c'est strictement la même chose? Autrement dit, est-ce que quand un individu a consenti, ça suffit pour respecter son autonomie et sa liberté? Finalement, est-ce que c'est superposable, tout cela? Et je pense qu'il faut être un peu prudent sur cette notion de consentement qui, si elle est nécessaire dans le soin, et c'est évident, n'est peut-être pas suffisante pour considérer la difficulté ou en tout cas la complexité de l'autonomie et du respect de la volonté et de la liberté du patient.
Parce que parfois, on sait que le consentement peut aller vite, parce que parfois, on peut dire oui à quelque chose sans avoir intégré les informations, sans même avoir compris les informations, parce que parfois, on ne s'oppose pas et que c'est pris pour un consentement, parce que parfois, on signe un formulaire et que ça fait office de consentement. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a tout un enjeu à considérer la dynamique de l'autonomie et donc la dynamique du consentement, et que finalement cette conception de l'autonomie qui est véhiculée par la loi du 4 mars 2002 doit vraiment nous faire considérer que l'autonomie n'est pas juste celle d'un patient isolé, tout seul, qui ferait des choix pour lui. L'autonomie est à considérer dans cette relation de soins, et donc pour que l'autonomie et le consentement puissent être considérés dans toutes leurs valeurs, il faut que le professionnel s'engage dans cela. D'accord? Donc, ce n'est pas le patient tout seul, c'est le patient avec le professionnel, ce que vous avez très bien dit d'abord, monsieur Lyon. Pour que l'autonomie puisse exister, ce n'est pas l'autonomie seule et isolée, c'est l'autonomie avec l'autre. Donc, ce n'est pas un désengagement, c'est un engagement du professionnel. Et finalement, ce sur quoi nous fait réfléchir cette loi, c'est dans quelle mesure les professionnels peuvent-ils s'engager dans leur relation de soins, dans cette relation de soins qui est asymétrique d'ailleurs, pour que puisse exister l'autonomie, pour que puisse perdurer le droit des patients. Voilà pour les quelques éléments que je voulais partager. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Élodie, pour cette belle progression, l'information, la dignité de l'usager et le consentement. C'était super. Je vais tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des questions. Oui, si tu veux, on peut prendre une question, une réaction. Il faut prendre en compte l'assentiment dans les situations de grande vulnérabilité, si un consentement fort, entre guillemets, n'est pas possible, d'où la nécessité d'une relation de confiance entre le professionnel et le patient. C'est vrai que cette notion-là est intéressante, précisément parce que la notion de consentement, elle est forte en tant que telle. Elle laisse supposer en fait qu'on puisse accueillir une information, la comprendre, la digérer et décider en fonction de cela. Bien évidemment, il y a de nombreuses situations dans le soin où la vulnérabilité est très forte, si ce n'est totale, sur la capacité de s'exprimer, de comprendre et de décider en fonction de ça. Donc ça pose la question très importante, hein, que faire du consentement pour les personnes très vulnérables? Est-ce qu'il faut abandonner ce souci du consentement ou est-ce qu'il faut penser les choses autrement? Et effectivement, se développe de plus en plus dans la réflexion éthique une autre notion, qui est une belle notion à mon sens, hein, qui est la notion d'assentiment, alors qui se détache un petit peu de quelque chose de rationalisé, d'argumenté, mais qui laisse supposer qu'on va quand même toujours se focaliser sur le patient pour voir finalement comment réagit-il, comment se comporte-t-il face à des propositions, face à des informations? Est-ce qu'il y a de l'opposition? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une inclinaison, une compliance? Et je pense qu'on se dirige aussi vers ça. Et ça, faut pas le mettre de côté parce que ça a aussi toute son importance. Et finalement, quand on parle du milieu du grand âge, du milieu des situations comme le coma, ça a été évoqué. Alors, bon, le coma, c'est encore une situation très, très extrême. Mais pour parler, par exemple, des maladies neurodégénératives, ça, c'est une notion qui est intéressante, je pense, et sur laquelle il faut travailler. Et il faut pouvoir la relier à la notion de consentement, totalement. Merci pour cette réponse. Je vais passer la parole à Bernadette Goharan, qui est représentante des usagers au sein du comité consultatif d'éthique clinique du CHU de Grenoble et qui doit avoir des tas de choses à nous dire sur ces 3 interventions préalables. J'ai entendu tellement de choses intéressantes que je ne vais pas regretter d'avoir prévu court. Je vais d'abord dire que je ne suis pas philosophe, ni habituée des discussions philosophiques, que je suis représentante des usagers, d'une part dans les structures du comité d'éthique, mais d'autre part à la commission des usagers du CHU, et également au département, au CODAMUPS, qui est le comité départemental de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins. Donc, c'est un peu, comment dire, une expérience de terrain, mais en même temps, je suis seulement usagère. Et quand on emploie ce mot usager, on ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire. Quand on dit les usagers de la SNCF ou les usagers du système de santé, bon, voilà.
ça recouvre des tas de choses. Et je pense que ce terme usager, il est à peu près aussi flou que ma fonction dans le système de santé. Donc, les 3 personnes qui ont parlé jusqu'à présent avaient au contraire une expérience professionnelle tout à fait intéressante. Moi, je n'ai aucune compétence sur le sujet, je ne sais rien et je parlerai donc un petit peu à la première personne puisque je n'ai pas autre chose à vous dire que ce que je vis dans cette expérience de représentation des usagers. L'arrivée des usagers dans le système de santé, ça me fait un petit peu penser à la position où on est quand on attend en salle d'attente des visioconférences. C'est-à-dire que pendant longtemps, on trépigne en disant, voilà, on va pouvoir y aller et on a des choses à dire. C'est pas si facile que ça pour autant, parce que malgré tout, on reste à l'extérieur. Voilà, donc je me demande pourquoi on fait ça. Pourquoi on attend, et puis après, pourquoi on y est et pourquoi on reste bénévole. Tout à l'heure, Georges-Henri a dit, je vais parler du bénévolat, mais il n'a pas eu le temps de développer peut-être. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Comme il l'a fait remarquer tout à l'heure, Georges-Henri, on n'est pas payé. On passe beaucoup de temps, on passe beaucoup de son énergie, et je ne sais pas si on apporte tellement de choses. Enfin, je suis dans une situation un peu d'état d'âme. Cela dit, je viens d'apprendre à l'occasion de cette réunion que le 20e anniversaire de cette loi Kouchner est tombé maintenant. Les chemins parcourus depuis, je pense que tout le monde a fait remarquer que c'est que maintenant les patients ont des droits, les patients ou les usagers ont des droits. Et depuis 20 ans, on voit ce mot se répéter dans toutes les communications concernant les usagers. De plus en plus, les usagers se constituent en associations. Les associations elles-mêmes se structurent en collectifs interassociatifs. Et je crois que l'idée, c'est d'avoir une force collective qui ne peut se manifester que si beaucoup d'usagers se sentent concernés par la représentation d'usagers. Donc, c'est l'ARS qui pilote un petit peu tout ça, puisque c'est l'ARS qui valide l'agrément des associations d'usagers et c'est l'ARS qui nomme les représentants d'usagers. Donc, à la fois, on est très indépendant, puisqu'on n'est ni salarié ni dépendant financièrement de personnes, mais en même temps, on a l'ARS qui a la main sur toutes ces structures. Donc aujourd'hui, eh bien, on trouve très normal et très naturel de voir sur les murs affichés, dans tous les services de soins, des textes qui évoquent les droits des malades. La charte, il y a beaucoup de vocabulaire tout à fait technique, hein. La charte de la personne hospitalisée, le contrat réglant le traitement de la douleur, les outils d'information comme le livret d'accueil. On n'a pas du tout parlé de cette question de la communication avec les usagers par les médias véhiculés dans les services de l'hôpital ou des services de santé, des établissements de santé. La constitution d'une commission des usagers qui étudie les plaintes, elle est extrêmement importante aussi dans tous les établissements. Et tout ça, petit à petit, s'est mis en place depuis les 20 ans de cet anniversaire. Ce qui va de soi aujourd'hui a mis très longtemps à être la norme. Je crois que ça a été dit au tout début et comme j'arrive à la fin, je vais répéter. On a la liberté de choisir son médecin, on a la liberté de choisir son établissement de soins. On a la garantie de la dignité, y compris en fin de vie. Tout ça a été mis en place par ce droit des patients. Et j'étais sensible au fait qu'on relie tout ça au consentement et il faudrait qu'on se pose des questions sur le consentement et ses multiples avatars. Donc, je vais remonter un petit peu plus loin que les 20 ans
à propos de cette affaire de dignité. Dans les années 50, bien avant la célébration d'aujourd'hui, j'ai dû monter sur une estrade dans un amphi d'étudiants en médecine et j'ai dû me dévêtir un petit peu pour montrer mon bras qui avait été très très bien réparé et ça méritait donc une mise en scène. Ça ne m'engageait pas beaucoup, j'étais enfant et ce n'était qu'un bras après tout. Mais à côté de moi, il y avait une dame que j'ai trouvée très vieille et qui a dû montrer son sein devant l'amphi d'étudiants, parce que le médecin avait été très content aussi de cette opération. Elle était juste à côté de moi et je voyais les larmes remplir ses yeux et ces larmes d'humiliation. Pour moi, ça a été je crois tout à l'heure, je demandais pourquoi on fait ça. Pour moi, je pense que c'est les larmes de cette vieille dame, sous les huées et les rires des futurs médecins, il faut quand même le dire. Et bientôt, on allait parler d'assistance aux plus démunis dans cette loi d'il y a 20 ans. Et la première personne que j'avais envie de ranger dans les plus démunis, c'était cette dame. Parce que être démuni, ce n'est pas seulement manquer de connaissances, manquer d'argent, c'est être coupé du monde et n'être plus que cet objet réduit à ses larmes. Donc, après, la loi nous a amené d'autres garanties. La garantie des soins, de l'information accessible et loyale, du consentement éclairé, de la personne de confiance et directive anticipée. Puis ensuite, il y a eu la PMA, le don d'organes. On a énormément avancé. La recherche médicale est soumise à un comité de protection des personnes. Le malade doit être traité avec égard. Et en fin de compte, je pense que si dans la loi en question, si un enseignement clinique conduit à un examen du patient en présence d'étudiants en médecine, son consentement préalable est requis. Donc, mon histoire n'est pas encore tout à fait périmée. Voilà, on parle de respect de la vie privée, de l'accès direct du malade aux informations de santé le concernant. On a parlé tout à l'heure de qui peut avoir accès à ces informations et aux dossiers. Et puis, quand les représentants des usagers ont vu le jour, eh bien, on s'est aperçu que finalement, on n'arrivait pas, j'ai vu que quelqu'un l'avait noté dans les questions, on n'arrivait pas à les rendre visibles. Les représentants d'usagers, même dans un gros établissement hospitalier, personne ne les connaît. Enfin, très peu de gens les connaissent, très peu de gens savent où on peut les trouver, savent à quoi ils servent. Donc, moi, le jour où on m'a demandé « Est-ce que vous voulez être représentant d'usagers ?» j'ai dit oui parce que j'ai pensé à ma vieille dame. Mais en fait, nous ne sommes que 4 pour tout l'hôpital. Au CONAMUPS, je suis seule devant 30 ou 40 personnes pour le département. Et il me semble qu'il y a énormément d'évolutions à espérer, puisque la deuxième question était « Quelles évolutions peut-on attendre ?» Énormément d'évolutions avec la présence des usagers qui doit être supérieure, qui doit être associée aussi à l'accueil des personnes handicapées. Vous avez tous l'occasion de vous promener dans l'hôpital et vous savez combien de personnes handicapées on rencontre, peut-être, je ne sais pas, la moitié des gens qu'on croise. Et tout ça, donc, devrait être lié par un vrai encadrement à la représentation des usagers. Le représentant d'usagers, puisque c'était un petit peu mon sujet, c'est un témoin. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas plus que ça. Il a vu, il a entendu ce qui s'est dit à tel moment dans l'hôpital et déjà, c'est une chose importante. Et c'est peut-être ma deuxième motivation, puisque j'ai commencé en demandant pourquoi on faisait ça. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que je vois qu'il est 19h01 et du coup, je rattrape le retard que nous avions commencé à prendre. Pierre-Simon, ton micro est coupé. Merci beaucoup Bernadette, c'était passionnant. C'est cette évocation de ce souvenir qui initie
une action, une vocation, c'est pas rare. Dans d'autres cafés éthiques, je pourrais évoquer aussi ce genre de situation qui m'ont engagé vers la médecine et mon mode d'exercice actuel. C'est très important, ces histoires personnelles.